Bonjour à tous et toutes. Merci pour votre présence aujourd'hui. On a la chance d'avoir deux conférencières exceptionnelles, soit Diane Guy, qui est infirmière de formation et professeure à l'École des sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke, et José Chénard, co-responsable de l'Axe 2 du RQSPAL TS, qui est professeur au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Aujourd'hui, elles vont nous parler du lancement de la version web du Registre national de formation en soins palliatifs et de fin de vie. Sans plus tarder, je leur cède la parole. Merci, mesdames, pour votre présence aujourd'hui. Merci François. Merci à tous d'être venus en si grand nombre pour notre présentation d'aujourd'hui. Je pense que c'était quand même relativement attendu du Québec. Donc, la plan de la présentation, un bref contexte de l'étude, un bref rappel aussi du mandat avant de passer au crunch de notre présentation. On va vous résumer un peu la démarche qu'on a réalisée, les principaux résultats. On en a choisi quelques-uns qui nous paraissent significatifs. Et finalement, ma collègue Josée va faire le lancement officiel du registre. Donc, c'est un projet qui n'aurait pas été réalisé. On n'aurait pas pu réaliser ce beau projet sans la contribution, la précieuse contribution des auxiliaires de recherche que je nomme ici Madeleine Coumartin-Mocco, Alexandra Ruet-Bélanger, Myriam Belli, avec la collaboration de Martina Trévisan et Saïdou Sabiboun. Donc, ce sont nos assistantes, nos auxiliaires de recherche qui ont vraiment contribué à ce projet. On a pu bénéficier également d'un précieux soutien de nos collaborateurs ici. Donc, il y en a plusieurs du RQSPAL qui se sont impliqués également dans les premières démarches là, pour mettre le registre en marche, donc pour réaliser l'étude. Donc, on remercie chaleureusement Émilie Allard, Hélène Champagne, Andréane Côté, Bruno Gagnon, Manon Guay, Joanne Hébert et, et, et Deltro je sais pas, je m'excuse de ne pas bien le dire, Kroger, Corey Andrew Labrec, Marianne Olivier Davignon, Véronique Roberge, Chantal Simard et notre très connu François Tardif. Donc, merci à tous ces collaborateurs. Donc, ici au Québec, comme partout d'ailleurs au Canada, puis je vous dirais même à l'international, le développement, on assiste actuellement à un important développement des compétences des formations en soins palliatifs et de fin de vie. C'est d'ailleurs une priorité identifiée dans plusieurs documents ministériels, dont le plan d'action 2025. Donc, on s'aperçoit que depuis 2019, le ministère accorde beaucoup d'importance en fait sur la formation et sur le développement des soins palliatifs et de fin de vie. Donc, c'est un engagement ministériel assez important. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un manque de formation, ça je vous apprends rien, qui a été mis en lumière non seulement dans la littérature, mais au niveau clinique par tous les gens qui œuvrent autour des personnes qui en bénéficient. Donc, le manque de formation a de nombreux impacts. Parmi ces derniers, donc, on voit une inéquité, un accès limité aux soins palliatifs de qualité, et ce, notamment, en particulier chez les personnes inscrites dans des trajectoires non oncologiques et dans des milieux de soins non dédiés à la fin de vie. Donc, cette inéquité, ce manque de formation-là conduit à de nombreux besoins qui sont non comblés, autant chez les patients, leurs proches, et ainsi que chez les professionnels de la santé. Beaucoup d'études ont rapporté le manque de formation et c'est un besoin qui a été documenté et exprimé par les soignants également. Donc, on s'aperçoit toutefois que le manque de formation en soins palliatifs et de fin de vie au Québec, mais il n'y avait aucune donnée disponible sur l'état actuel des formations et sur l'accès à de la formation. Donc, le RQSPAL, José et moi avons répondu à un appel de projet lancé par le ministère et avons obtenu le mandat de créer, donc le mandat, on vous le rappelle rapidement, d'effectuer une recension nationale et interprofessionnelle des formations académiques et continues existantes en matière de soins palliatifs et de fin de vie au Québec. Donc, un bref rappel de la méthodologie qui a été choisie. Donc, nous avons réalisé une enquête descriptive transversale.
Donc, les raisons qui ont soutenu ce choix, donc parmi toutes les raisons, donc l'accès à une vaste population géographiquement dispersée. On sait que le ministère souhaitait vraiment avoir un portrait élargi des 18 régions socio-sanitaires du Québec. Donc, c'est une méthodologie qui est relativement simple, efficace, rapide et peu coûteux, qui nous donne un bon portrait global. Ça nous permet aussi d'avoir une certaine uniformité dans la forme et le contenu, donc une fidélité de l'instrument qu'on a élaboré. Ça permet également d'atténuer le biais de désirabilité sociale. Donc, c'est un sondage avec lequel on a utilisé un live survey. Donc, aucun logiciel particulier n'était nécessaire pour les participants de contribuer à la recherche. On trouvait pertinent de mentionner le contexte particulier d'éléments contextuels qui ont teinté un peu le processus de recherche. Donc, on s'entend que la recherche a débuté dans le temps de la pandémie. Donc, cet enjeu a nécessité une réorganisation assez majeure des méthodes d'enseignement et d'évaluation. Donc, surtout il y a eu un changement qui était quand même relativement majeur en décembre 2021, qui coïncidait au début de notre collecte des données. Donc on doit en toute transparence, mentionner que le moment de la collecte de données coïncidait avec une transformation assez importante. Près de 50% de toutes les formations cliniques et continues, donc jusqu'à près de 50%, ont transformé leur offre de formation ou 70% l'ont cessé. Donc, il y a eu quand même cet élément contextuel-là qui est important de mentionner dès le début. Donc, ici, la démarche réalisée, elle est résumée dans cette diapo. Donc, ici, on a commencé en juin-juillet 2021, une étape préliminaire. Donc, on a fait une recherche documentaire assez exhaustive et une recension des équipes pour voir qu'est-ce qu'on connaît, pour un peu pouvoir guider notre collecte, l'élaboration de notre outil de collecte. Donc, on a fait ça jusqu'en juillet 21. Ensuite, on a créé le questionnaire de juillet à décembre 2021 avec nos auxiliaires de recherche. Donc, on a créé le questionnaire avec Lime Survey. On a procédé à la validation et des pré-tests auprès de certaines clientèles pour s'assurer que les questions étaient claires et répondaient à nos questions de recherche. Donc, de janvier 22 à mai, on a procédé aux envois de questionnaires et les envois de questionnaires ont été accompagnés de relances téléphoniques qui ont été faites par nos auxiliaires de recherche. Donc, ne serait-ce que pour aider les personnes à répondre, à compléter les questionnaires ou des questionnaires qui étaient incomplets. Donc, on faisait des relances pour améliorer ou augmenter notre taux de réponse. En mars, c'est-à-dire, on a fait une présentation ministérielle mi-mandat telle que demandée par le ministère. De septembre à janvier 2023, on a procédé à l'analyse statistique. Donc, on a procédé à des regroupements, des croisements des données. On a fait la rédaction d'un rapport final et on a présenté le rapport final au ministère. Donc, depuis juin 23 à mars 24, donc après cette présentation-là, on a convenu avec le ministère qu'il nous restait suffisamment de fonds pour procéder à la création d'une plateforme web pour des formations de soins palliatifs et fin de vie. Donc, après un appel d'offres qui a été lancé pour avoir un organisme qui nous aidait pour la création du registre. Donc, de juin 23 à mars 24, donc tout récemment. Donc, on a créé la version web de la formation. Donc, José va vous présenter tout à l'heure. Donc, c'est essentiellement les démarches qui ont été réalisées. Donc, les principaux résultats sur la formation académique. Donc, on se rappelle qu'on est dans un milieu où est-ce que tous les cours ont été transformés en virtuel. Donc, c'était un moment qui était assez charnière au niveau de la formation. Donc, il y a un taux de réponse qui était quand même près de 35%. Donc, 54 programmes de formation ont répondu à notre sondage. Donc, il nous en manquait quand même plusieurs.
Et plusieurs d'entre eux, vous allez voir que même si le taux de réponse semble quand même relativement satisfaisant, plusieurs ont démontré, ont répondu qu'ils n'offraient pas de cours de soins palliatifs. Donc, le taux de réponse est près de 35 pour les formations académiques. Donc, on est allé dans les universités, dans les cégeps et dans les différents organismes au niveau de la formation académique. Donc, les principales régions, donc, on a obtenu des réponses, c'est Montréal, en Estrie et à Capitale-Nationale. Donc, ici, ce qu'on voit ici, c'est que la formation, ici, on distingue la formation directe et indirecte. Le ministère souhaitait avoir les deux. Donc, la formation directe, c'est vraiment des cours, des cours qui portaient directement sur les soins palliatifs de fin de vie. Donc, on reconnaissait des cours directs à leur titre ou aux objectifs. Donc, ce qui différait un peu de la formation indirecte qu'on a choisi de ne pas vous présenter en ce moment parce que la formation indirecte constituait davantage dans un cours de 45 crédits, de 45 heures, admettons, lorsqu'il y avait une séance qui portait sur les soins palliatifs et fin de vie, c'était considéré des formations indirectes. Donc, à ce stade-ci, et ce qui est contenu dans le registre, on a convenu de présenter que les formations directes dans lesquelles les utilisateurs vont avoir accès. Donc ici, dans ce qu'a rapporté nos résultats, ont rapporté que la majorité des endroits, des formations directes étaient obligatoires. Et parmi ces formations obligatoires-là, la majorité était en présentiel, bien qu'on voit se dessiner, et ça, c'est tout à fait représentatif du moment de la collecte avec des formations hybrides et en ligne. Au niveau des cours des cours directs toujours, donc combien de cours? On voit ici que même si les gens ont répondu au questionnaire, plusieurs ont dit qu'ils n'avaient aucun cours. Des fois, un cours, 2 cours. Donc, quand même, peu de cours ont été recensés des cours directs lors de la collecte. Ici, lorsque les cours étaient offerts, la grande majorité, près de 93 étaient obligatoires. On s'aperçoit aussi qu'au niveau des thématiques, des formations académiques, ce qui est très, très dominant dans ceux qui sont offerts, c'est les cours qui portent sur les traitements, pharmaco, non pharmaco, douleurs et symptômes et tout ce qui est de la communication. On s'aperçoit que ceux qui sont les moins couverts par l'offre de formation qu'on a recensée, c'est sans équivoque les soins palliatifs pédiatriques, tout ce qui est de l'activité de vie quotidienne et domestique, la gestion des urgences et l'organisation des services. Donc, toutes ces thématiques-là sont moins couvertes dans ceux qu'on a recensés. Au niveau de la formation continue, donc, on a eu une réponse plus importante au niveau du taux de réponse, près de 73 65 organisations ont répondu. Encore une fois, la majorité proviennent de Montréal et de la Capitale-Nationale qui constituent environ 64 de l'offre. Donc, ce qu'on se rend compte globalement, c'est que plusieurs formations s'adressent à tous les professionnels, mais toutefois, lorsqu'ils sont précisés une formation qui cible un particulier, donc on voit qu'elle cible surtout le personnel infirmier et les médecins. Donc, il y avait certains paramètres qu'on a choisi d'explorer avec l'offre de formation continue. Donc, au niveau des modalités, on s'aperçoit que le présentiel au moment de la collecte était quand même assez important, mais on voit hybride, synchrone et asynchrone avec un petit peu moins des autres modalités. Au niveau des horaires, la grande majorité, sans surprise, était offerte 2 jours. La durée des formations continue est quand même relativement courte, entre 1 et 3 heures. Et les coûts sont généralement gratuits, bien qu'il y en a qui ont quand même des frais, mais la grande majorité des formations continues recensées sont gratuites. Dans les thématiques, on revoit au niveau des thématiques en formation continue, ça se répartit un petit peu différemment. Donc, on voit ici qu'il y a quand même une importance ici donnée à la collaboration. On sent vraiment l'engouement à collaborer, à travailler en équipe, donc beaucoup de formations
s'adresse à des formations interdisciplinaires, ce qui est une bonne nouvelle. Douleurs et symptômes, c'est encore très prévalent, les traitements pharmaco, non pharmaco. Et on voit ici se dessiner l'approche palliative intégrée avec une fréquence assez intéressante, ce qui démontre aussi qu'on est en plein dans le mille dans la façon que le Québec conçoit les soins palliatifs, donc dans une approche plus intégrée. Dans ce qui est le moins couvert, encore une fois, en continu, soins palliatifs pédiatriques, gestion des urgences, tous les aspects culturels, les niveaux de soins sont aussi un petit peu moins couverts. Et au moment de notre collecte, l'aide médicale à mourir commençait vraiment à faire partie des formations continues. Donc, lorsqu'on a terminé de faire ce recensement-là, on a quand même formulé quelques recommandations. Donc, de manière générale, ce qu'on recommande vraiment, c'est de rendre la formation en soins palliatifs obligatoire pour les étudiants en sciences de la santé, bon, pour tous les étudiants, de définir les composantes qui sont essentielles dans les programmes de formation continue pour tous les professionnels, de privilégier les styles d'enseignement actifs et interdisciplinaires. On s'aperçoit vraiment l'importance qui a été quand même recensée là, de travailler en interdisciplinarité et de mettre les gens en action. Reconnaître les compétences avancées de soins palliatifs dans les milieux professionnels et élaborer des indicateurs pour mesurer la qualité de ces formations-là. On s'entend que ce qu'on va vous présenter aussi, les formations qui ont été recensées, c'est les gens qui nous ont proposé leur formation, mais il n'y a pas eu d'évaluation qualitative des formations ni des formateurs qui ont été réalisés. Donc, ce sont nos recommandations. Je laisserai la parole maintenant à ma collègue pour vous présenter le registre national de la formation. Bonjour tout le monde. Merci Diane pour cette belle présentation. Je vais vous partager à mon tour mon écran. En fait, vous voyez ici là, ce qui est en ligne et je sais que François va vous partager le lien. Je sais qu'il va paraître aussi dans l'infolette, donc il y a différents moyens là, peut-être qu'il pourrait être dans le chat même. Donc, comme Diane le disait, on a travaillé avec un sous-contractant qui nous a aidés à faire ce site web-là de type répertoire. On a différents onglets. Je vais juste tasser ça ici. On a différents onglets. Donc, à propos, c'est en fait une présentation du mandat qui nous a été confié, d'où origine en fait ce registre-là. Ensuite, on a ici le registre, donc une mise en contexte. Combien de formations sont recensées? En fait, ce n'est pas toutes des activités de formation, mais il y a des ressources ou des activités de formation. Je vais vous expliquer la différence tout à l'heure. Continue et académique qui traitent de la question des soins palliatifs et de fin de vie. Évidemment, ce sont tous des formations, des activités qui sont en lien direct avec les soins palliatifs. Ce qui fait qu'un cours, par exemple, une formation académique qui serait donnée au cégep, par exemple, et qui porte sur les soins infirmiers en contexte de vieillissement et qui a un 3 heures qui est consacré à la fin de vie, ben, ce n'est pas une activité qui est directement liée. C'est un cours c'est une séquence de cours. En fait, c'est une séance parmi un cours. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé, nous, un cours indirect. Donc, la base de données, le registre recense vraiment seulement les cours qui portent directement sur les soins palliatifs. Donc, un cours direct, c'est un cours qui s'appelle soins palliatifs ou soins centrés sur la personne malade et la fin de vie. Bref, vous comprenez, j'imagine, le concept. Donc, ici, ensuite, on a mis un onglet qui s'appelle le contact, c'est-à-dire si les gens ont des questions, veulent nous partager toutes sortes d'informations ou ont des questions, ben, en fait, ils complètent cette petite page-là
et qui, à la fin, en soumettant, c'est Diane et moi qui allons recevoir vos questions et c'est nous qui allons y répondre. Ben, nous ou l'équipe avec laquelle on travaille pour cette seconde partie du mandat qui nous a été confié. Et donc, je vais vous présenter la portion registre. En fait, ce qu'il faut savoir, puis je vais l'ajouter tout de suite, en fait, il y a un onglet qui s'appelle « Ajouter une activité ou un cours ». Et donc là, on a ajouté ça pour assurer la mise à jour constante du registre. C'est pour nous quelque chose d'important. Ça ne donne rien de faire ce portrait-là, ce registre-là, si on n'assume pas ou on n'assure pas la mise à jour. Donc, il y a un petit onglet qui est prévu à cet effet où on donne quelques définitions et ensuite, on clique. La personne qui veut faire une demande d'ajout d'une activité de formation, qu'elle soit continue ou académique, clique sur l'onglet qu'elle souhaite, si c'est un programme court, un micro-programme ou une plateforme. Donc, admettons que c'est la formation académique. Donc, on dit ici que c'est vraiment un cours direct en lien avec les soins palliatifs la fin de vie. Donc, le nom du cours, le sigle du cours, une petite description et ensuite, à quel niveau de scolarité ça s'adresse, ce cours-là, le lien qui pourrait nous mener à la page du programme ou du cours, et ensuite, c'est un cours obligatoire, est-ce qu'il y a des préalables, la plage horaire, dans quel programme c'est offert, est-ce qu'il y a un stage ou pas qui est associé à ce cours-là, et ensuite soumettre. Une fois qu'on reçoit, c'est Diane et moi et des membres de notre équipe qui vont recevoir ce formulaire-là. Nous, on va en faire l'examen et si tout est beau, si on n'a pas de questions, ben à ce moment-là, on va intégrer cette nouvelle activité ou cette formation-là au registre. Donc, voilà. Donc, c'est évident. Et puis, ce que je veux dire aussi avec cet ajout ou ce contact-là, il est possible que déjà, parce que quand on a fait la collecte de données, Diane, rappelle-moi, c'était en 22, il est possible qu'il y ait des choses qui aient changé déjà. Donc, ça va être important que les gens qui retrouvent des activités dans ce registre-là et qu'elles considèrent qu'elles ne sont pas à jour pour toutes sortes de raisons, ben, qu'elles nous contactent pour que nous les mettions à jour pour vraiment s'assurer que le registre a sa pertinence et son utilité. Donc, passons aux choses sérieuses. Le registre. En fait, la façon dont ça fonctionne, on a ici le premier onglet « Type ». Donc, on veut savoir, est-ce que la formation que vous cherchez est sur une plateforme? Est-ce que c'est une formation académique, une formation continue, un micro-programme que vous cherchez ou encore un programme court ou un certificat? Admettons que vous cherchez une activité de formation sur une plateforme. Et là, on dit toutes les plateformes, ben pourquoi pas, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Et donc, on appuie sur « Filtrer » ici. Et là, on a, dans certains cas, chacune des formations sont situées sur la carte géographique, mais sinon, on retrouverait ici 27 formations ou 27 plateformes, dont Albatros, par exemple, et là, les activités de formation. Je ne veux pas dire qu'on a toutes recensé les formations qui sont offertes par Albatros, mais on a concentré autour de la plateforme. Et là, en allant, par exemple, ici, on voit quel type de formation c'est offert dans quelle région. C'est une plateforme. C'est des activités qui sont en ligne synchrone pour la plupart. Et vous pouvez aller ici sur « Pour en savoir plus ». Et là, ça nous amène sur le site d'Albatros, la capitale nationale. Et là, il y a toutes sortes d'activités de formation qui sont répertoriées. Donc, l'utilisateur peut choisir les formations qui l'intéressent et aller voir quelles sont les modalités, les coûts, etc., etc. Je reviens, je ferme ça et je reviens derrière. Donc, voilà, on peut
il est bien important à chaque fois que vous faites une recherche, c'est bien important de cliquer ici sur réinitialiser les filtres. Donc, on aurait par exemple une autre plateforme et on pourrait la sélectionner. Par exemple, on voudrait seulement l'environnement numérique d'apprentissage. On clique et on reçoit ici l'environnement numérique d'apprentissage provincial. On veut en savoir plus. Qu'est-ce que c'est? Et on veut en savoir davantage et ça nous mène directement à la plateforme de l'environnement numérique d'apprentissage. Voilà. Donc, là, c'est réinitialiser. Admettons que je cherche une formation académique. Académique de premier cycle, universitaire. On peut aller voir qu'est-ce qu'on va trouver. En principe, on nous dit qu'on va trouver 3 formations. Donc, une qui s'appelle Approche palliative intégrée, qui est offerte à l'Université de Montréal. Une pratique infirmière en soins palliatifs et de fin de vie qui est offerte à l'Université de Sherbrooke. Et une autre qui est offerte à l'Université du Québec à Rimouski en soins palliatifs, sur les soins palliatifs et de fin de vie. Et si, par exemple, on va Approche palliative intégrée, on clique, on voit qu'elle est offerte en mode hybride. C'est une formation universitaire de premier cycle, offerte par le programme des sciences infirmières. Et on peut aller cliquer sur le lien et ça nous amène sur la page du cours. Et donc, avec une courte description, etc. Et évidemment, si on veut en savoir davantage, ben, le programme qui est concerné par cette activité, ce cours-là. Je reviens en haut, réinitialiser. Donc, on peut faire la même chose. On cherche, par exemple, un microprogramme en soins palliatifs et de fin de vie, rechercher, filtrer, c'est-à-dire, et on a 3 programmes en soins palliatifs qui ont été recensés. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres. En fait, c'est ceux pour lesquels il y a eu un questionnaire qui a été complété. Donc, il y a un microprogramme de 2e cycle en soins palliatifs et de fin de vie qui est offert à l'Université de Montréal. Un autre qui est offert de 2e cycle en soins palliatifs et de fin de vie à l'Université de Sherbrooke. Et un autre ici, un séminaire sur les soins palliatifs et de fin de vie qui s'inscrit dans un microprogramme, je pense que on l'a ici, le diplôme d'études de 3e cycle, là, ici, d'études professionnelles approfondies de 3e cycle. Donc, c'est un peu ce que je souhaitais vous montrer en mettant encore à nouveau l'accent sur toute l'importance et l'utilité de... en fait, on compte sur vous là, pour nous signifier des choses qui seraient peut-être pas juste à jour ou des formations, des activités qu'on n'aurait pas recensées dans le cadre de la démarche qu'on a proposée. Pourquoi elles n'ont pas été recensées? Ben, on se rappelle qu'il y a eu une pandémie. Donc, c'est un peu ce qui a, qu'on pense, qui a un peu affecté qui a un peu limité les retombées de l'étude qu'on a menée. Donc, Diane, est-ce que ça va, tu penses? Oui. Mais j'ajouterais aussi que dans la pandémie, il y a des choses peut-être qui n'ont pas été recensées parce que les gens, surtout en formation continue, quand on parle de transformation, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui ont été créées en fait sur la condition sanitaire. Donc, comment on prévient les infections. Donc, plusieurs formations ont été remplacées par ces types de formations-là. Donc, il serait pertinent pour nous, en fait, pour vous, de nous reproposer ceux qui sont remis maintenant disponibles aux étudiants et à tous les professionnels de la santé.